Salut, c'est Romaric. Cette fois, c'est la vidéo qui t'inquiète. Enfin, ça m'inquiète moi déjà principalement. Et il faut absolument que je te le partage. Non pas pour me sentir mieux, parce que tu te sentiras mal, mais parce que... Et je crois qu'il faut on répande cette prise de conscience. Moi, quand je rencontre des gens n'importe où, je leur en parle. Je leur dis qu'il y a des choses urgentes. Plus urgentes que tous ces blabla mondains, mais... Bref. Cette vidéo va faire péter les chiffres. Va faire péter la liste des trucs qui pourraient se passer. Et d'ici pas si longtemps. Hein. D'ici 20 ans, d'ici 50 ans, bah, tu te diras peut-être que tu seras mort d'ici là. Mais dans 50 ans, ça sera l'enfer. Et on va pas y arriver brutalement, ça va être croissant, tu vois. Voilà, bon. Non, mais... J'abuse à peine. Hein. Dans cette vidéo, je vais te parler des trois grosses crises qu'on risque de se manger à cause, d'une part, de l'accroissement de la population, et d'autre part, et c'est là où on a vraiment notre responsabilité, sur l'accroissement de notre consommation. Voilà. Si tu te souviens, dans la vidéo d'avant, qui concernait l'historique des foyers de peuplement, je te parlais de Malthus. C'est un mec qui pensait, il y a quelques siècles déjà, que la population devait être équilibrée avec la capacité de production, qu'une croissance démographique non maîtrisée se terminait toujours sur une crise alimentaire. Tout simplement parce que la transition démographique, une autre chose dont je t'ai parlé à la fin de la dernière vidéo, la transition démographique, c'est quand, après que l'espérance de vie s'allonge, suite à une baisse de la mortalité, il y a toujours une période de flottement pendant laquelle le taux de natalité reste élevé. Et c'est à ce moment-là où il y a une grosse croissance de la population. Parce qu'en fait, les gens ne meurent plus, mais ils continuent à faire des enfants comme s'ils mouraient comme avant. Et avant que les deux se rejoignent, avant que le taux de mortalité et le taux de natalité s'équilibrent, eh bien, il y a une grosse croissance. Voilà. Donc, cette crise alimentaire peut arriver dans les pays qui sont encore en voie de développement et qui n'ont pas entamé leur transition démographique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que après Malthus, il y a d'autres personnes qui ont réfléchi et qui se sont rendues compte qu'en fait, c'est pas la croissance, c'est pas les progrès dans les techniques de production agricole uniquement qui favorisaient la croissance de la population. En fait, la croissance de la population était davantage liée à la croissance économique qu'à la croissance de la production alimentaire. Et ce qui se passe, c'est que, avec la mondialisation, avec l'exportation de notre mode de vie occidental, qui n'est pas soutenable, qui... Je mets en mode avion. Il se passe que des pays un peu partout dans le monde, dans le sud de l'Asie, dans l'Afrique subsaharienne, et même en fait un peu partout dans les pays en voie de développement, eh bien la transition démographique n'est pas terminée. Donc je te parlais de l'exemple du Niger qui double sa population en 20-30 ans, enfin tu vois, on fait des estimations et en fait les estimations sont plus basses que ce qu'on pensait. Et donc il y a un immense foyer de population qui est en train de se créer, et parce qu'il y a un enrichissement de la population, donc une baisse de la mortalité, mais toujours dans cette optique, pas dans cette optique, mais toujours avec ces limites de non-soutenabilité. Et je vais en venir du coup aux deux autres crises qui font que la croissance de la population n'est pas soutenable actuellement. La question que se pose en fait l'auteur de Géographie des peuplements et des populations, dans la partie 10, je te la rappelle,
c'est la Terre est-elle vraiment surpeuplée? En fait, il s'avère que la capacité de charge de la Terre, c'est-à-dire la capacité à entretenir des humains au niveau alimentaire, n'est pas fixe. Elle est liée au progrès alimentaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à se nourrir de manière tout juste. Enfin, nous, en Occident, on mange bien, mais au détriment d'autres populations. Si on équilibrait, on arriverait peut-être à tous se nourrir. Si on part dans l'optique qu'on arrive actuellement à se nourrir, il faut également prendre en compte qu'on ne dépend pas simplement de la nourriture, qu'en fait il y a plein d'autres ressources dont on a besoin pour vivre. Alors certes, je t'ai parlé de l'eau douce, mais il y a d'autres ressources que l'on draine sur la planète pour notre confort. Voilà, parce qu'en fait c'est juste ça. Hein. Ce qu'on pompe à la planète, c'est pas des choses dont on a besoin, forcément. C'est des choses qu'on a parce qu'on s'est enrichi, parce que on a inventé des nouveaux besoins, presque des désirs, tu vois, des choses pas nécessaires, bref. La Terre fournit la plupart des ressources. La ressource principale dont moi je veux te parler, c'est le sol. Le sol, les terres arables, qui représentent 10-15% de toute la surface du globe, ce qui est vraiment pas énorme, on l'épuise. Donc c'est-à-dire que la première ressource qu'on épuise, c'est le sol, et donc, a posteriori, la capacité à produire de la nourriture. Mais c'est pas la seule ressource qu'on épuise. En fait, la deuxième crise dont je veux te parler, c'est la crise d'épuisement des ressources. Il y a beaucoup de choses dont on dépend, même pour nos habitations, pour notre mode de vie en général, que la planète n'arrive pas à restituer. Comme Monsieur Mélenchon le dit dans sa revue de la semaine, je sais plus, la dernière là, il cite un article, je sais pas de quel journal je l'ai lu. On a une dette écologique, c'est-à-dire que en fait on consomme plus que ce que la Terre peut renouveler. On est en dette écologique depuis le 2 août 2017. Hein. Enfin, c'est une mesure de chaque année. Hein. Voilà. Et cette date recule de plus en plus. C'est-à-dire que, pas dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'on épuise chaque année plus que la Terre renouvelle. Tu m'as compris ou pas? On épuise de plus en plus vite, si on réfléchit à l'échelle d'une année, les ressources que la planète peut nous offrir. En réalité, la capacité de charge, au sens de toutes les ressources, est dépassée depuis 1975. C'est-à-dire que si on voulait continuer à vivre avec notre train de vie, selon ce livre qui est publié en 2015 ou 2016, donc il est assez récent, il a des données qui sont quand même d'actualité, eh bien il faudrait 1,54 Terre. Il faudrait une demi-terre en plus. Donc, la deuxième crise, en plus de la crise alimentaire, qui est que la population va augmenter plus que notre capacité à produire de la nourriture. Je te parle pas du réchauffement climatique qui, lui, diminue notre capacité à produire, qui assèche certaines des zones arables, donc qui va réduire le pourcentage des zones arables. Et bien, en plus de ça, on épuise l'ensemble des ressources, qui fait que notre mode de vie actuel n'est pas soutenable, et ça depuis 1975, voilà. En fait, ça c'est deux crises mineures. T'as l'impression que c'est déjà gros, mais en fait c'est mineur. Parce que la troisième crise est selon l'auteur, potentiellement celle qui pourrait nous toucher le plus rapidement et avec le plus de force, de vigueur, c'est la crise de la pollution. Alors, comme le disait Fruit Cru Cycleman sur une autre de mes vidéos, déjà on pollue l'eau, voilà. Qui dit absence d'eau potable, dit absence de vie, il faut le savoir, voilà. Il dit aussi destruction de certains écosystèmes, voilà. Mais c'est pas la pire des pollutions. La pire des pollutions, tu la connais. C'est les gaz à effet de serre.
les gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Encore une fois, selon de ce que M. Mélenchon dit dans sa vidéo, c'est qu'il y a des scientifiques qui estiment en fait notre capacité à réduire le réchauffement climatique à seulement 2 degrés en 2100. Ils estiment qu'on a seulement 5% de chances de s'y tenir. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une augmentation de la température qui serait encore plus élevée. Et ça, c'est les pays occidentaux qui en sont responsables. Je vais commencer à te faire, péter des chiffres un peu. Voilà. Je cite. En moyenne, les pays à haut revenu représentent 15% de la population mondiale. Ces pays bénéficient de 27% de la biocapacité terrestre, donc c'est-à-dire qu'ils pompent 27% des ressources de la planète. Ils sont 15% de la population et ils drainent pour 2. Voilà. Et surtout, ils créent 35% de l'empreinte écologique de l'humanité. Donc c'est-à-dire que ils polluent. Ils sont 15%, ils polluent pour 35%. Leur dépassement de capacité, donc capacité de charge de la Terre, est de 200%. Voilà. Donc voilà, ils consomment et produisent et polluent pour 2. Voilà. Tu dis bon, ok, réchauffement climatique, d'accord, il va faire un peu plus chaud, mais ça c'est une pensée minimaliste. 2 degrés en moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va augmenter de 3, 4, 5 degrés. Et au contrario, dans d'autres endroits, il va faire plus froid. Et surtout, comme en fait ça va perturber tous ces cycles qui sont tellement bien huilés depuis des millions d'années et dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire que les cycles climatiques, les cycles terrestres en général, sont là depuis bien avant nous. C'est-à-dire que s'ils changent, nous ne sommes plus adaptés. Ni dans notre métabolisme, ni dans l'installation des foyers de peuplement. Donc je t'en parlais déjà hier, mais ça veut dire potentiellement des grosses migrations. À l'horizon 2050, les effectifs des populations déplacées sont 162 millions pour les inondations récurrentes liées à la montée du niveau marin, 50 millions pour cause de sécheresse extrême. Et ça, c'est une estimation. Une estimation qui se base sur une croissance linéaire, continue du réchauffement climatique. Sauf que, s'il y a des scientifiques qui estiment que on n'a que 5% de faire que plus de degrés, en fait, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de chances pour qu'on fasse beaucoup plus. Et la quantité de population qui va être déplacée va être exponentielle. Donc là, il estime en gros à 200 millions de personnes déplacées, ce qui est déjà énorme. Ça pourrait monter en termes de milliards, je sais pas si tu te rends compte. Quand bien même 200 millions déjà de personnes. Hein, tu pourras pas payer la Turquie pour qu'ils les gardent à la frontière, cette fois-ci. Ça va être le dawa, mais ce n'est pas vraiment les seuls impacts. Je te fais la liste des impacts, je te la mettrai. Encore une fois, je te mettrai toutes mes notes du bouquin, et c'est un gros pavé, je te les mettrai sur un article Medium. Ça concerne aussi les 2 parties de hier. Voilà. Les impacts. Je te le dis. Recul des glaces en montagne et dans les régions polaires, donc élévation du niveau de la mer. Intensification des précipitations dans les régions de climat humide, causant des inondations, etc., comme c'est le cas des fois en Inde, etc. Et raréfaction des précipitations dans les régions de climat sec, donc désertification amplifiée. C'est déjà ce qui se passe autour du Sahara. Ça veut dire que en fait, toutes les zones qui sont cultivées à la frontière, à l'interface entre les déserts, reculent. Donc baisse de la capacité de production agricole, donc arrivée prochaine d'une crise alimentaire, tu vois. Je continue avec les impacts. Perturbation des écosystèmes, en particulier dans les régions de haute latitude où le réchauffement moyen est très important. Donc là tu dis, ok, bon, il y a des animaux qui meurent, etc. C'est pas important. Juste, le patrimoine naturel, c'est de la connaissance brute, c'est de la génétique,
c'est de la mémorisation, c'est de l'adaptation, c'est des choses dont on pourrait servir, c'est une bibliothèque. Et détruire la singularité des écosystèmes, c'est détruire potentiellement des choses qui pourraient nous servir plus tard. Voilà. Des choses qui ont mis des millions d'années à se développer, des dizaines, voire des centaines de millions d'années à se développer. Au niveau du secteur forestier, accroissement de la fréquence des incendies, c'est déjà le cas dans le sud de l'Europe, autour de la Méditerranée, même en France, et multiplication des infestations parasitaires. Encore une fois, c'est déjà le cas en France et dans le sud, enfin dans tout le pourtour méditerranéen. Et bon, bien sûr, à haute part dans le monde. Donc ça veut dire moins d'arbres, moins de fixation de carbone. Hein. Et incendie, plus de dégagement de dioxyde de carbone, donc augmentation de l'émission de gaz à effet de serre. Au niveau de l'agriculture, réduction de la production dans les régions de climat subaride, donc ça je te l'ai dit. Donc crise alimentaire. Qui dit crise alimentaire, les gens vont pas crever sur place. Hein. Les gens vont venir aux endroits où on pourra encore cultiver. Donc dans les régions plus éloignées de l'équateur. En fait, ils vont descendre et remonter. En fait, il se passe que dans le sud, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas énormément de surface émergée, tempérée. Alors que, en fait, c'est quasiment tout le continent nord-américain et tout le continent Europe-Asie, quoi. Donc ils vont remonter, ces gens, ils vont remonter. Et on ne sera pas capable de les accueillir. Réduction de la disponibilité en eau douce, vague de chaleur, mortelle déjà chez nous en 2003, mais bon on s'adapte, mais mortelle cette année au Pakistan, dans des régions déjà adaptées, hein, si tu veux, il y a des gens qui meurent parce qu'il fait encore plus chaud. C'est-à-dire que nous on se plaint parce qu'on a 40 degrés, mais là-bas ils ont 50 degrés, je sais pas si tu te rends compte. Accroissement de la fréquence des catastrophes naturelles, style ouragan, voilà. Je sais pas si tu te souviens de Katharina qui a fauché la Nouvelle-Orléans, voilà. Donc ça pourrait se multiplier, c'est-à-dire que ça pourrait même arriver plus loin dans les terres. Bon là j'ai fait la liste des impacts, c'est déjà pas mal je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Au niveau de la pollution, toujours, on a dépassé la capacité d'absorption, donc de recyclage de la terre, de 50%. Donc en fait on produit des déchets parce que l'environnement n'est pas capable de recycler notre production, nos effluents, c'est-à-dire voilà, ce qu'on produit, c'est de l'eau sale, des gaz, etc. La terre ne peut pas le recycler. Et ça c'est lié au fait que... tiens, je vais te sortir cette équation. C'est l'équation d'Ehrlich, qui dit que l'impact, en gros ça permet de mesurer l'impact de l'homme sur Terre, de l'humain. L'impact de l'humain sur Terre, c'est relatif à la population, la richesse par tête et le progrès technologique. En fait, ce qui se passe et ce qui fait qu'on est au-dessus de la capacité d'absorption et de recyclage de la planète, c'est d'une part parce que la population augmente, ça c'est sûr, à cause de l'enrichissement, et justement en fait, le gros problème c'est l'enrichissement par tête. Ok, on enrichit les populations, donc ça augmente la population, mais surtout, on augmente leur consommation, on augmente leur capacité de consommation des ressources transformées de la Terre. Donc en fait, on va pomper de plus en plus, et dans ce processus de consommation, de transformation de ressources naturelles, eh bien, il y a une production de déchets. Et oui, parce que il y a 30-40 ans, on ne consommait pas autant de téléphones, on ne produisait pas autant de déchets liés aux technologies. Et ça, c'est lié à l'augmentation de la richesse. Et en plus de ça, c'est aussi lié à l'augmentation de la population, parce que plus il y a de gens pour consommer des téléphones, plus eh ben, on va pomper pour leur fournir. L'offre et la demande s'équilibrent. Le seul espoir, c'est le progrès technologique, qui peut réduire l'impact de l'homme. Mais si tu veux, tu peux pas parier sur l'amélioration des progrès techniques. La recherche, on cherche beaucoup, on n'est pas sûr de trouver. Donc c'est-à-dire que si tu mises sur la science pour te sauver, bah c'est comme quand tu joues au casino, quoi. Voilà.
À moins que tu sois prêt à perdre un peu de ton argent pour que ça aille dans la recherche scientifique. Mais bon, je pense que t'es plus dans la consommation, dans l'achat de trucs. Moi aussi, hein, je te reproche rien, moi aussi. J'ai acheté un ordi cette année. Et j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû en racheter un. J'ai dû, putain, j'aurais pu acheter un truc d'occasion. Et à ma décharge, j'ai cherché sur le bon coin autour de chez moi, il n'y avait pas de truc concluant. Putain, je regrette. Je me sens mal. Tu vois, c'est ça, à ce moment-là, j'ai pas pensé. Heureusement que je me renseigne là-dessus parce que, tu vois, ça me fait prendre. C'est ça que je veux faire en fait. Je veux pas te culpabiliser. Je veux juste que tu changes petit à petit tes habitudes. Voilà. Parce qu'en fait, la solution pour endiguer à la fois le réchauffement climatique, la crise de la pollution, etc. Eh bien, en fait, il y a deux solutions, mais il y a une sur laquelle tu as un impact. Celle sur laquelle t'as pas vraiment de poids, c'est, je cite, une transition plus rapide de la fécondité dans les pays pauvres se traduirait par plus de facilité à atteindre les objectifs du développement durable. Mais tu peux pas demander à ces populations anciennement colonisées en plus, si tu veux, hein. Donc, on leur a déjà beaucoup demandé. On va pas leur demander faites moins de gamins. Alors que nous, on va pas changer nos habitudes. Donc c'est pour ça que la deuxième solution, c'est de consommer moins et de consommer mieux. Mais c'est plus simple de consommer moins que de consommer mieux. Consommer moins, tu peux le faire maintenant. Consommer mieux, il faut du progrès technologique, voilà. Donc, réfléchis en fait. Mais vraiment, chacune de tes actions, il faudrait que tu les réfléchisses. Et on a eu ce débat dans les commentaires avec Jérémy. Est-ce que t'as besoin de partir à l'autre bout du monde? Je sais pas, tu vois. Peut-être que ça peut être un déclic. Mais normalement, il y a suffisamment de choses ici pour avoir tes déclics, pour avoir ton bien-être. Est-ce que t'es obligé de bouger tout le temps? Est-ce que t'es obligé d'utiliser ta voiture? Est-ce que t'es obligé d'acheter de plus en plus de trucs high-tech? Parce que je suis allé à la Fnac tout à l'heure, mais je vois des gadgets, c'est fou quoi. Des trucs, on en a jamais eu besoin, on crée un besoin chez nous, tu vois. Tous les trucs domotiques, tous les trucs, les petits trucs, style mesurer la qualité de l'air chez toi. Tu sais qu'il y a déjà des trucs de mesure de qualité de l'air dans toutes les villes. Voilà. Bref, il faut consommer moins. Il faut résister à la création de nouveaux besoins. Parce que c'est ça qui épuise la terre, c'est ça qui pollue. Et c'est ça qui exporte nos problèmes. Parce que nos trucs high-tech, ils sont pas produits chez nous. Ils sont pas produits avec nos ressources, ils sont pas produits avec notre main-d'œuvre. C'est-à-dire que on pompe les ressources qui sont ailleurs dans le monde, le silicium d'Amérique du Sud, qui s'épuise. Et puis on exploite des populations des pays pauvres. Alors oui, bien sûr, ça augmente leur niveau de vie, le niveau de vie de leurs enfants, mais si toi on te disait, ok, pendant 2-3 générations, bah, ta famille est réduite en esclavage, mais dans 4 générations, bah, ils sont heureux. Est-ce que ça te semble normal? Surtout que tu pourrais continuer à avoir ta vie normale. Enfin, tu pourrais continuer, sauf que, eh ben, en fait, comme les pays qui étaient déjà développés avant le tien ont pollué la terre, bah, en fait, tu peux pas vivre comme tes ancêtres l'ont toujours fait. Alors peut-être que ça a l'air d'une vie misérable, mais c'est une vie, on n'a pas le droit d'influer sur les gens comme ça. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas demander aux pays pauvres de réduire leur capacité de leur taux de fécondité. C'est pas leur responsabilité, tu vois. On crée des besoins chez eux. Oui, parce que si la mortalité diminue, c'est parce qu'on leur fournit des médicaments, on leur fournit, si tu veux juste, on leur fait miroiter notre mode de vie, qui n'est pas soutenable, qui n'est déjà pas soutenable chez nous, et on l'exporte, tu vois. Bon. Donc la solution que je te propose, la seule solution que je te propose, c'est de consommer moins. C'est de te responsabiliser, toi et ton entreprise aussi. Là, j'avais fait un exposé il y a 2-3 ans avec mon excellent binôme de l'époque. Et en fait, on se rend compte que quand t'es dans l'entreprise, tu fais plus gaffe. Tu fais plus gaffe, tu laisses les lumières allumées, de toute façon, c'est pas toi qui paye. En fait, tant que tu payes pas, et c'est exactement ce qui est dit là-dedans. En fait, le problème, c'est que les pollueurs ne payent jamais. La pollution est la responsabilité des collectivités locales, territoriales, des collectivités, ouais. C'est-à-dire que la pollution qu'émettent les entreprises, qu'émettent ceux qui nous créent le besoin, qui nous font consommer plus,
et surtout qui crée plein de conséquences négatives à travers le monde. CF les grands groupes, CF les conglomérats alimentaires dont je t'ai parlé dans ma vidéo sur l'approvisionnement en nourriture. Ceux qui nous créent enfin, dans ce cadre, ceux qui travaillent à l'intérieur, en fait, sont complètement déresponsabilisés. C'est-à-dire, je suis payé pour, on m'a dit de le faire, c'était les ordres, tu vois, c'est un peu cette mentalité. Genre, pour mon travail, je suis obligé d'utiliser ma voiture de fonction, je suis obligé de faire des allers-retours en avion 10 fois par mois, tu vois. Mais c'est pas ma responsabilité, c'est mon entreprise qui me le demande. Bah non, tu vois. L'entreprise est composée de toi. Si tu travailles en entreprise, il faut que tu te responsabilises. Il faut même que tu sensibilises les gens autour de toi. Moi, je te sensibilise parce que je travaille pas en entreprise. Mais voilà, bon. Consomme moins. Et consomme mieux. Achète des trucs locaux, achète des trucs dont tu sais que ça ne crée pas de conséquences négatives ailleurs. Commerce équitable, par exemple. Production bio. Produits recyclés. Tu vois ? Il faut vraiment que tu fasses l'effort, en fait. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je te partage mes notes. J'espère que ça te sera utile. Encore une fois, je te demande pas spécialement de partager la vidéo, mais je te demande de partager les informations que je t'ai transmises. C'est pas pour culpabiliser, comprends bien ça. Hein. C'est pas pour culpabiliser. C'est pour responsabiliser. C'est différent, tu vois. Je te dis pas c'est de ta faute. Je te dis c'est de ta faute si tu fais rien. Voilà. Tu vois un peu la nuance. Et moi aussi, je suis dans ce processus. Et c'est difficile d'abandonner son confort petit à petit. C'est très difficile. Mais c'est gratifiant aussi. Voilà. Bonne transition à toi.